Mon collègue a projeté un message qui est destiné à s'assurer que nous nous comprenions tous par rapport aux attentes liées à la société viatrice. Comme vous voyez ici, c'est un message qui indique que toutes les, tous les messages qui seront projetés ici sont des messages qui sont du ressort et qui est sous la responsabilité de ceux qui vont les exprimer. Et cette rencontre ou cette réunion scientifique est destinée à des fins éducatives. Je vous prie de bien lire ce message. Je vois qu'on a beaucoup de participants. Il y en a d'autres qui sont en train de nous rejoindre. Nous avons eu pas mal de participants qui se sont inscrits pour cet événement. Nous vous souhaitons la bienvenue tous. Nous allons passer à l'étape suivante. We'll now go to the next stage where we shall give you some practical guidelines. So you will see that we are having a bilingual event in French and in English. So when someone speaks in English like I'm doing now, you can follow what I'm saying in French by clicking on more on your screen, on your Zoom window. You click on more, you go up, you choose interpretation, you click interpretation, and then you select French. Si vous êtes francophone et que vous voulez suivre l'interprétation, si un anglophone prend la parole et que vous ne comprenez pas anglais et que vous voulez suivre ce que cette personne est en train de dire, vous appuyez sur le bouton plus et vous verrez sur la liste déroulante l'option interprétation. Et lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous verrez l'option anglais et l'option français. Veuillez choisir le français. On vous a aussi laissé un message dans le chat de ce webinaire et vous pourrez suivre les instructions dans ce message pour savoir comment vous connecter à l'option interprétation. We've also put a message in the chat where you can see how to activate the interpretation option of this webinar. I would love now to get us started. If there are no questions, if there are no comments, if there are no challenges, we can get started and dive right into this exciting event that Viatris has very kindly convened with these great leaders in the healthcare sector. Alors, mesdames et messieurs, distingués invités, chers participants, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à l'occasion du lancement officiel de la campagne Empowered for Life. Nous sommes réunis aujourd'hui autour du thème Améliorer la santé sexuelle des hommes grâce à la sensibilisation sur la dysfonction érectile en Afrique, pour aussi dévoiler une campagne et ouvrir un débat qui date de longtemps, qui aurait dû avoir lieu il y a très longtemps. C'est un débat qui place la santé des hommes, leur dignité et l'accès aux soins au cœur de notre agenda de santé publique. Vous savez, un proverbe africain nous rappelle quelque chose d'important. Il nous rappelle que l'enfant que le village n'aime pas ou n'embrasse pas brûlera le village pour pouvoir ressentir la chaleur de ce même village. Cette vérité illustre l'urgence de notre réunion aujourd'hui. Pendant trop longtemps, des millions d'hommes souffrent
en silence, accablés par la stigmatisation et négligés par des systèmes de santé qui ne les voyaient pas et même qui ne les soutenaient pas d'une façon suffisante. Aujourd'hui, nous commençons à changer cette donne. C'est grâce à la collaboration, à l'apprentissage partagé et à un leadership courageux que nous pouvons faire face à l'un des problèmes de santé publique les plus méconnus de notre époque, la dysfonction érectile. Ce n'est pas seulement une condition clinique, elle est souvent un signe précoce de problèmes de santé graves, tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires ou même la dépression. C'est un signal que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer ce genre de problème. Alors, ce webinaire, cet événement, va au-delà du simple lancement d'une campagne. Il constitue une plateforme pour écouter, apprendre et se mobiliser autour d'un objectif commun qui est d'autonomiser les hommes, éduquer les communautés et transformer les systèmes afin que les soins soient sûrs, libres de stigmatisation et accessibles à tous. Je vous rappelle également que nous sommes ici pour partager nos connaissances avec les autres. Alors, cette session est enregistrée et sera mise en ligne prochainement sur nos réseaux sociaux. Alors, on va commencer par des interventions suivies par une séance questions-réponses ou une séance débat dans laquelle ou au cours de laquelle vous allez pouvoir poser vos questions et nous faire part de vos commentaires et observations. Mesdames et messieurs, je m'appelle Gilbert Manirakiza, je suis directeur général du Newmark Group, cabinet panafricain de communication stratégique. Et pour moi, c'est vraiment un grand privilège de servir comme modérateur de cette séance qu'on a aujourd'hui. Aux côtés de Viatrice et de nos partenaires partout en Afrique, nous sommes fiers de contribuer à faire avancer cette discussion essentielle, fondée sur des données, portée par la compassion et guidée par la conviction que chaque homme mérite de vivre en bonne santé et en pleine autonomie. À présent, je vais passer à la présentation de nos intervenants. Et j'aimerais, en passant, rappeler que ceux qui viennent de nous rejoindre, qui s'expriment en français, ont l'occasion de choisir la langue de communication. Il suffit d'appuyer sur plus et après avoir appuyé sur plus, vous pouvez dérouler votre souris en haut, choisir l'option interprétation et vous allez pouvoir suivre l'interprétation lorsque notre intervenant anglophone prendra la parole. Ladies and gentlemen, if you just joined us and you are an Anglophone, as you know, this is a bilingual session, please feel free to click on the More button and go to Interpretation to select English, and you'll therefore be able to follow our English interpreters through the English channel so that you can fully participate and share your questions and perspectives. Feel free to use the Q&A or the chat if you want to share your perspectives or give any questions through that same modality. Alors maintenant, on va passer au cœur de notre discussion. Nous avons ici un panel d'experts qui œuvrent activement à l'amélioration de la santé masculine en Afrique. Ces experts nous apportent leur expérience en santé publique, en soins cliniques et aussi en matière d'engagement communautaire et en matière de plaidoyer aussi. Je souhaite la bienvenue à nos panélistes. Chacun d'eux nous apporte un éclairage précieux et une perspective unique sur cette dysfonction érectile ainsi que la santé des hommes d'une façon générale. Voici nos panélistes, mesdames et messieurs. Nous avons professeur Benjamin Kwame, professeur d'urologie et d'andrologie à l'Université Félix Houphouët-Boigny, CHU de Cocody, Côte d'Ivoire.
Nous avons aussi Merci. avec nous le professeur Papa Ahmed Fall, chef du département d'urologie et d'andrologie à l'hôpital d'Al-Aljam à Dakar, au Sénégal. Nous avons également M. Yao Kofi Aubin, un économiste de la santé, directeur pays à Hope Commission International en Côte d'Ivoire. Nous avons également M. Prashant Deshpande, responsable commercial pour l'Afrique subsaharienne, accès local chez Viatris. Alors, nous allons démarrer cette conversation avec une conversation sur les mythes, les réalités et la nécessité d'une intervention précoce. Et je vais lancer cette conversation avec professeur Kwame. La dysfonction érectile est souvent mal comprise, professeur Kwame. Beaucoup d'hommes la considèrent comme une fatalité liée à l'âge ou comme quelque chose à endurer en silence. Ces idées fausses retardent le diagnostic et découragent la recherche d'aide ou d'assistance de la part des professionnels du secteur de la santé. Professeur Kwame, pouvez-vous nous éclairer sur les mythes les plus répandus et nous expliquer pourquoi un diagnostic précoce est crucial? Merci de me donner la parole. Je suis heureux de participer à ce webinaire pour essayer d'améliorer la compréhension sur cette pathologie importante pour la jeune masculine. Cette pathologie qui a des solutions malheureusement méconnues, soit par ignorance, soit par le fait que euh, nos patients ne veillent pas s'ouvrir. Donc, il est bon de rappeler certains mythes qu'il faut déconstruire et amener les hommes à voir le médecin. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire tout à l'heure en vous relatant quelques mythes et réalités concernant la dysfonction érectile. Nous sommes retombés sur nos pieds, comme nous dirons aux hommes qui pourront toujours retomber sur leurs pieds grâce aux solutions que nous propose Viatrice. Et nous, les spécialistes dans le domaine, nous saurons les orienter, les guider. C'est pourquoi il faut déconstruire certains mythes, certaines qui foisonnent dans nos communautés, afin que nous puissions, de commun accord, avec la participation, l'adhésion de nos patients, pouvoir régler ce problème très important pour la vie du couple, pour la vie familiale. Cela remonte très très longtemps avant nous autres, notre naissance. Depuis l'Antiquité, où le pénis était associé à la force. Et parfois, on utilisait certaines divinités pour matérialiser cette force. Le sexe masculin a toujours été vénéré. Le sexe masculin a toujours été vénéré dans beaucoup de civilisations. Les premières civilisations que nous connaissions tous, ce sont les civilisations grecques et romaines. Il était représenté, cette représentation de phallique des vertus aphrodisiaques qui permettaient aux hommes d'atteindre cet objectif grâce à tous ces mythes. Il y avait même des dieux consacrés à cela, notamment Priap, de qui découle aujourd'hui le priapisme que nous traitons souvent dans nos services. Diapo. La sexualité a toujours une place très importante dans nos coutumes en Afrique. Malheureusement, cela reste sacré et malheureusement encore tombe dans le domaine du tabou.
Voilà. Et on associe toujours l'homme à la virilité. Quels que soient les contrées en Afrique, on a toujours cette tendance d'associer toujours l'homme à la virilité. Je disais tantôt qu'il y a ce qui fait qu'il y a de nombreux tabous et de nombreux des interdits. Ce qui faisait que les hommes ont du mal à s'ouvrir. Et ce manque d'ouverture pose un problème au niveau de la prise en charge. On a une souffrance individuelle. Les hommes souffraient individuellement dans leur coin, une véritable omerta qui retardait cette prise en charge qui pourtant existe dans la médecine moderne. Diapo. On a essayé pêle-mêle de vous relater quelques mythes que nous allons essayer de déconstruire. On pense que la sexualité, c'est vraiment pour les adultes de 50 ans et plus. Il faut déconstruire ce mythe-là parce que si aujourd'hui on demande à nos jeunes hommes d'être sous le drapeau, de servir leur pays à partir de 18 ans, donc on pense que la sexualité n'est pas pour les hommes de plus de 50 ans. Voilà. C'est pour les adultes. Il y a les adultes jeunes et ceux qui ont plus de 50 ans. On pense également que lorsqu'on est noir, on est beaucoup plus viril. Donc, c'est une pathologie qui ne nous concerne pas. Ça aussi, c'est faux. La dysfonction érectile n'est pas liée à la peau de la couleur, à la couleur de la peau, s'il vous plaît. Voilà. Et que plus on a beaucoup de nerfs, plus on est viril. Non, l'érection, c'est du sang. Je pense que le professeur Fall pourra en parler davantage. Donc, ce n'est pas forcément lié à celui qui a beaucoup plus de nerfs ou bien qui a un volume de nerfs beaucoup plus élevé. La fertilité et la dysfonction érectile sont deux domaines différents. Voilà. Il faut complètement les dissocier. Voilà. On a cette tendance dans notre communauté à faire croire aux gens que non, lorsqu'on a une dysfonction érectile, on ne peut pas procréer. Ça aussi, c'est faux. Diapo. Les troubles de l'érection peuvent, en introduction, le modérateur l'a si bien dit, peuvent cacher des maladies graves. Le diabète, les maladies cardiovasculaires, voilà. Même des troubles psychiques. Et on pense également que les troubles de l'érection sont uniquement liés à la fatigue. Oh, c'est pas vrai. Il y a de véritables problèmes, il y a de véritables causes liées à la dysfonction érectile. Voilà. Il faut chercher à avoir un spécialiste pour déterminer la cause. On pense également qu'il n'y a pas de traitement, qu'il faut retourner au village pour avoir un remède pour régler ce problème important pour le couple. C'est faux. Les recherches médicales ont montré que la médecine moderne a des médicaments efficaces contre la dysfonction érectile. Voilà. Ces médicaments ne sont pas des aphrodisiaques, loin de là. Ces médicaments rentrent dans le cadre d'un processus thérapeutique bien conduit.
Il faut déconstruire cela. Et également que le traitement permet d'avoir des crises cardiaques. Ça aussi, c'est faux. Ça, il faut insister là-dessus. Le traitement moderne ne donne pas de crise cardiaque. Ça, ça a été énormément répandu. Là, je m'inscris complètement en faux. C'est faux, le traitement médical ne va pas vous conduire à la mort. Voilà. Diapo. Il faut déconstruire ces mythes pour se concentrer sur l'essentiel, à savoir chercher à croiser un professionnel de la santé qui va vous faire un diagnostic, vous proposer un suivi thérapeutique, une prise en charge complète qui, au final, va résoudre votre problème. Ce n'est pas un mythe. Euh, nous sommes des professionnels de la santé. Je suis dans un service d'urologie en Côte d'Ivoire, à Cocody, à Abidjan, et on a des résultats chez nos patients qui sont venus nous consulter, chez qui nous avons proposé une thérapie, souvent médicamenteuse, avec des résultats probants. Diapo. Ouais. Il faut déconstruire les idées. Voilà. On ne doit pas chercher sur des panneaux publicitaires ou bien sur Facebook un homme plus viril que l'autre pour venir remplir le travail d'un autre homme. Il faut surtout venir voir le personnel médical, les professionnels que nous sommes du moins, qui vous permettront de régler votre problème dans une prise en charge codifiée et bien conduite. Diapo. Non. Diapo. S'il vous plaît, revenez à excuser, veuillez m'excuser. Revenez à la. D'autres collègues parleront encore mieux que moi de la prise en charge. Ce n'est pas forcément l'objectif de ma présentation aujourd'hui, mais je vais quand même brosser un peu cette prise en charge. Lorsqu'on reçoit le patient, il faut le rassurer. Il faut le rassurer qu'il ne s'agit pas d'une fatalité, qu'il ne s'agit pas de la grand-mère qui est au village, qui refuse que vous ayez un couple qui fonctionne correctement. Non. C'est une pathologie qui arrive, qui a des causes, qui a des solutions. Et que nous sommes là pour apporter une solution durable et définitive. Donc, rassurer le patient. Ça, c'est surtout qu'ils ont du mal à s'ouvrir. Il faut rassurer le patient d'emblée. Discussion confidentielle, consultation confidentielle comme d'habitude, le rassurer et essayer de chercher la cause de cette dysfonction érectile, voilà, qui peut cacher des maladies graves. Lorsqu'elle accepte qu'elle est identifiée, il faut lui proposer une thérapie, un traitement pour que ce patient, ce père de famille puisse vivre normalement comme tout le monde, ne puisse plus avoir honte de parler de sa maladie, ne puisse plus avoir honte de son épouse, de remplir sa fonction conjugale. Voilà. Absolument.
On va, prochaine diapo. Nous Professeur allons, Kwame, il nous reste une nous allons, minute. nous allons terminer en vous disant que les mythes existent. Ça reste un sujet tabou. Mais heureusement, il y a des partenaires, dont Viatrice, qui nous permettent de déconstruire ces mythes, de fouler au pied les tabous, en permettant aux hommes d'avoir une issue de sortie par la consultation des professionnels que nous sommes, pour pouvoir leur permettre, comme tout le monde, d'avoir une vie de couple, d'avoir une vie de famille normale. Je vous remercie. Je vous remercie, professeur Kwame. C'est une intervention très percutante que vous venez de faire. Vous nous avez Merci. tracé l'aperçu historique, la perspective historique par rapport non seulement à la problématique de l'ADE, mais aussi certains des mythes qui sont autour de la sexualité et aussi l'impact que ces mythes ont sur les hommes d'une façon générale en Afrique. Et ce que vous avez dit m'a vraiment marqué parce que ça montre que c'est un vrai fléau, c'est un vrai problème qui affecte des millions d'hommes. Et cet impact est principalement dû ou en grande partie dû au fait qu'il y a des mythes qui entraînent des comportements néfastes parmi les hommes et aussi d'une façon générale dans la société. Et je pense Oui. qu'il est très important que, d'une façon générale, on comprenne les causes de l'ADE. Ça vient d'où cette pathologie? Et pour cela, j'aimerais me tourner vers vous, professeur Papa Ahmed Fall. Bien que courante, l'ADE est souvent mal interprétée. On la réduit à un problème de style de vie, alors qu'elle est parfois liée à des affections chroniques telles que le diabète, l'hypertension ou les déséquilibres hormonaux. Alors, professeur Fall, pouvez-vous nous aider à comprendre, à explorer ces causes physiologiques et les principaux facteurs de risque qui sont liés à l'ADE? Vous avez 10 minutes et je vais vous faire un petit signe lorsque vous serez à 2 minutes de la fin de ces 10 minutes. À vous, professeur Fall. Je vous remercie donc de me donner la parole et de me permettre de participer à cette importante initiative organisée par Viatrice. Euh, Effectivement, pour ce qui est de la dysfonction érectile, on va considérer qu'il y a à peu près euh, globalement il y a la dysfonction érectile psychogène, où effectivement les problèmes de stress du couple ou de la vie interviennent, et il y a la dysfonction sexuelle organique, où là, il y a des problèmes vasculaires, des problèmes hormonaux, des problèmes neurologiques qui peuvent être à l'origine. Tout d'abord, il faut considérer que dans la définition, on dit que la dysfonction érectile, c'est l'incapacité d'obtenir ou de maintenir une érection de qualité et ou de durée adéquate pour permettre des rapports sexuels satisfaisants. Vous verrez que dans cette définition, il n'y a pas de temps précis qui soit donné, en fait, ou de normes calculé, parce que chacun vit sa sexualité comme il l'entend, et c'est la satisfaction au bout qui est quelque chose qui est importante. Et la définition de la dysfonction érectile exclut les troubles de la libido et les troubles de l'éjaculation. Un trouble de l'éjaculation n'est pas un trouble érectile. Diapositive. Diapositive. Donc, on va considérer que 30 à 50% des hommes entre 40 et 70 ans vont, à un moment de leur vie, se plaindre d'une dysfonction érectile. Et comme l'a dit, si bien dit le professeur Kwame tout à l'heure dans sa présentation, il y a des facteurs culturels et psychologiques qui interviennent, des facteurs sociétaux qui font que quelqu'un qui a une dysfonction érectile dans notre société et se sent stigmatisé, a un sentiment de honte. Et il y a une espèce de tabou qui entoure cette question. Et il va falloir essayer de changer les mentalités et de faire comprendre aux gens que c'est une pathologie comme une autre et qu'elle peut être traitée. C'est une pathologie qui peut avoir un impact dans la vie de tous les jours, parce que même si c'est une cause organique,
c'est-à-dire un problème de diabète ou un problème neurologique, comme vous l'avez dit, cela va entraîner de la dépression, de l'anxiété, une certaine baisse de l'estime de soi. Diapositive. Un bref rappel anatomique, le pénis, c'est un organe érectile. Il y a deux organes qui se gorgent de sang, qui sont un peu en canon de fusil, qui sont parallèles. On les appelle les corps caverneux, et ce sont ces corps caverneux que l'on voit ici. Je ne sais pas si vous voyez la flèche. Ce sont ces corps caverneux qui vont se gorger de sang au moment de l'érection. Et là, vous avez le gland, là, c'est du corps spongieux, mais ce sont essentiellement ces deux organes, ces deux entités qui vont se gorger de sang au moment de l'érection. Diapositive. Et lorsque l'on prend ces corps caverneux et on en fait une coupe transversale, on voit que ici, en fait, ce sont des sortes de structures aréolaires qui vont se gorger de sang. Donc, le sang va arriver par l'artère et va se remplir ces corps caverneux, ce qui va permettre d'avoir l'érection. Et à la fin de l'érection, le sang va refluer par ces veines, cette veine-là, comme la veine dorsale profonde et la veine dorsale superficielle, qui vont permettre d'avoir la détumescence. Diapositive. Donc là, c'est en période de flaccidité, les aréoles sont vides, et là, en période d'érection, elles sont gorgées de sang. Diapositive. Et là, vous avez un système de musculaire qui va faire que la veine, là, vous avez les deux corps caverneux, et vous avez les veines, le système veineux qui permet de récupérer le sang à la fin de l'érection. Donc, il y a un système musculaire avec un muscle qui va comprimer la veine pour éviter qu'il y ait cette fuite veineuse et maintenir l'érection le plus longtemps possible. Diapositive. Et donc, il y a un phénomène vasculaire pour qu'il y ait une bonne érection, mais il y a également un phénomène nerveux avec un contrôle central au niveau du cerveau. Diapositive. Et également un contrôle périphérique au niveau des nerfs périphériques, là au niveau de la moelle, là aussi au niveau de la moelle lombaire, mais aussi au niveau de la moelle sacrée. Donc, participation du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Donc, participation nerveuse indispensable. Diapositive. Et le schéma général de la réponse sexuelle masculine, c'est l'excitation. Ensuite, donc, il y a une phase de croissance. Et là, on est à l'érection maximale, c'est la phase de plateau. Et c'est là que, donc, pendant cette période-là, que se fait le coït. Et l'orgasme, c'est à l'acmé de ce rapport sexuel. Et ensuite, il y a une phase de résolution qui est variable suivant les hommes. Il y a des hommes qui ont une phase de résolution qui est relativement courte et qui peuvent donc avoir une deuxième érection, une deuxième éjaculation très rapidement, alors que pour d'autres, la phase de résolution est beaucoup plus longue et donc la deuxième érection ne va survenir qu'après un certain délai. Diapositive. Il y a donc une participation vasculaire, une participation nerveuse, neurologique, mais il y a également des neuromédiateurs. Ce sont des substances qui vont participer à la survenue de cette érection. C'est l'oxyde nitrique, le NO, et la guanosine monophosphate cyclique. Diapositive. Et là, au niveau de la cellule musculaire, on a la guanosine monophosphate cyclique qui permet l'érection. Et il y a cette molécule, le PDE5, qui va permettre la dégradation de la guanosine monophosphate cyclique en guanosine monophosphate. Diapositive. Et cela a un intérêt sur le plan thérapeutique. Certains médicaments comme le sildenafil vont agir, parce que pour qu'il y ait une bonne érection, il faut qu'il y ait une contraction. Donc, et là, vous avez donc, oui, plutôt une relaxation. Et donc, certains médicaments comme le sildenafil vont empêcher la transformation de la guanosine monophosphate en monophosphate cyclique en guanosine monophosphate. C'est l'explication physiopathologique de l'efficacité de certains traitements comme le sildenafil. Diapositive. Au total, l'érection, c'est une cascade neurovasculaire complexe qui va intégrer des stimuli psychogènes, hormonaux, neurologiques, vasculaires, et tout ça sous le contrôle du système nerveux autonome. Diapositive. Donc, en résumé, il y a un stimulus érectogène. On voit une image, on voit quelque chose qui va nous stimuler. Ça va passer dans le cerveau et l'information va être transmise au niveau périphérique. Donc,
Et cela va entraîner une activation cellulaire. Et au niveau de la cellule, on aura donc cette dégradation de la GMP cyclique en GMP grâce à la phosphodiesterase de type 5. Et ça va entraîner une relaxation musculaire, donc une érection. Diapositive. Donc, comment expliquer la dysfonction érectile? Donc, c'est que, étant donné que, comme on l'a dit, que l'érection est un phénomène neurovasculaire complexe qui fait intervenir différents systèmes, la perturbation d'un ou de plusieurs de ces mécanismes va entraîner la survenue d'une dysfonction érectile. Diapositive. Donc, s'il y a une dysfonction endothéliale, l'endothélium, c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur des vaisseaux, la face interne des vaisseaux. S'il y a donc une dysfonction au niveau de cette muqueuse à l'intérieur des vaisseaux et qu'il y a une atteinte vasculaire, il y aura un souci parce que le pénis, comme on l'a vu, est un organe vasculaire. Et on va dire également que la dysfonction érectile, étant donné qu'il y a cette atteinte vasculaire-là, est un acteur sentinelle d'une pathologie cardiovasculaire sous-jacente. Parce que s'il y a de l'athérosclérose dans les petites artères au niveau du pénis, cela veut dire qu'au niveau des artères coronaires, en fait des artères qui alimentent le cœur, il y a également la même maladie. Et cela peut être le témoin d'une maladie plus grave, mais au niveau cardiaque. Diapositive. Donc, atteinte neurogène, donc ce qui peut interférer avec la transmission nerveuse vers le pénis, comme dans des pathologies comme le diabète, la sclérose en plaques, les lésions médulaires. Diapositive. Les déséquilibres hormonaux, comme on l'a dit tout à l'heure, l'hypogonadisme. Il y a ce qu'on appelle le DALA. Chez l'homme, il n'y a pas vraiment de vraie ménopause, mais il y a ce qu'on appelle le déficit androgénique lié à l'âge. C'est le DALA, parce que chez les hommes, à partir d'un certain âge, la production d'hormones ne va pas s'arrêter, mais elle va parfois baisser. Et cela peut entraîner des problèmes de libido et des problèmes érectiles. Diapositive. Donc, tout dysfonctionnement à l'un de ces niveaux peut entraîner une dysfonction érectile. Donc, lésions nerveuses, déficit en monoxyde d'azote ou dysfonction de la voie de la GMP cyclique, insuffisance artérielle, en particulier l'athérosclérose, fuite veineuse ou les problèmes hormonaux. Diapositive. Et de ce point de vue, l'athérosclérose des artères péniennes ou l'athérosclérose en général va être une source de dysfonction érectile et cela va être également une source d'hypertension artérielle qui elle-même altère la fonction endothéliale. Donc, c'est la muqueuse dont j'ai parlé tout à l'heure qui, qui tapisse l'intérieur des vaisseaux et qui va rigidifier les parois artérielles. Si les parois artérielles sont rigidifiées, le sang ne s'écoule pas comme il le faudrait et donc le pénis n'est pas alimenté comme il le faudrait. Également, lorsqu'il y a des problèmes de cholestérol, de dyslipidémie, cela va favoriser la formation de plaques. Le diabète associe à la fois une atteinte vasculaire et une atteinte nerveuse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une dysfonction érectile va parfois précéder un problème cardiaque plus sérieux. Les facteurs de risque, diapositive. Donc, ils peuvent être vasculaires, mais ils peuvent être également neurologiques avec des pathologies qui vont altérer le fonctionnement nerveux, comme la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, certains traumatismes au niveau du petit bassin, ou alors certains actes chirurgicaux, comme que l'on réalise nous en neurologie, en cas de cancer de la prostate. Et là, cela peut entraîner des problèmes érectiles au décours d'un geste qui était thérapeutique. Diapositive. Il y a des facteurs de risque hormonaux également dont on a parlé, l'hypogonadisme, l'hyperprolactinémie, parfois même des problèmes de thyroïde peuvent être à l'origine de problèmes d'érection. Diapositive. Diapositive. Également, autres facteurs de risque, ce sont les facteurs psychogènes. Il y a ce qu'on appelle l'anxiété de la performance. Nous avons tous, on a parlé tout à l'heure de parler de mythes, de tabous. Il arrive que parfois que des jeunes mariés, qu'on les introduise dans une case, toute la famille attend derrière que le pagne de la virginité. Mais ça met une énorme pression sur l'homme. Parce qu'il est obligé de réaliser une performance et parfois cela ne se passe pas bien parce qu'il est complètement bloqué à cause de toute la mise en scène qu'il y a autour et il n'arrive pas à faire son acte sexuel. La dépression, les conflits relationnels, le stress chronique sont également source de dysfonction érectile. Diapositive. Il y a des facteurs de risque médicamenteux. Certains médicaments comme ceux qui ont été listés, peuvent être à l'origine de dysfonction érectile. Et dans ces cas, pour améliorer la dysfonction érectile, il faut l'éviction de ces médicaments ou de ces substances. Diapositive.
Il y a les facteurs comportementaux, le tabac, l'alcoolisme chronique, la sédentarité, l'obésité, qui sont également des facteurs de risque de survenue de dysfonction érectile. Diapositive. Et, les options thérapeutiques, ce n'est pas le point, la première option thérapeutique, j'ai mis cette diapositive, parce que si on parle de facteurs de risque, il faut corriger ces facteurs de risque, parce que le premier traitement de la dysfonction érectile, c'est la modification des facteurs de risque réversibles. Quelqu'un qui fume, on lui demande d'arrêter de fumer, s'il y a des problèmes d'alimentation, s'il y a des problèmes d'obésité. Et donc, c'est la première étape avant de passer à des traitements beaucoup plus élaborés. En conclusion, diapositive, s'il vous plaît. Il s'agit d'un sujet d'actualité. Les causes psychogènes sont extrêmes avec le mode de vie, occupent une place très importante avec le mode de vie dans lequel dans lequel nous évoluons actuellement, qui est source de stress. Et le stress est une cause de dysfonction érectile. Les problèmes organiques dont on a parlé, diabète, problèmes neurologiques, problèmes hypogonadiens, problèmes hormonaux, vont être source de dysfonction érectile. Mais cette dysfonction érectile, lorsqu'elle arrive, va être également source de stress. Et donc, on se retrouve dans un cercle vicieux. Et donc, on se retrouve les deux causes. Mais l'avènement des traitements oraux, en particulier les traitements à base d'inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, ont permis de meilleure prise en charge et vraiment ont offert une option thérapeutique aux praticiens pour une meilleure prise en charge de ces patients. Je vous remercie. Merci, merci. Je vous remercie, professeur Fall. Un problème complexe ayant plusieurs facteurs de risque qu'il faut aborder, ou dont il faut être conscient tout court. Ce que vous venez de nous dire est d'une importance capitale et j'espère que cette présentation ainsi que l'intervention de tous les panélistes aujourd'hui iront jusqu'à tous les hommes en Afrique parce que c'est vraiment d'une importance capitale qu'on comprenne ces facteurs pour les aborder parce que certains des facteurs que vous venez de mentionner sont du ressort du mode de vie. Donc, c'est-à-dire que c'est possible de prévenir l'évolution ou peut-être l'accélération de l'avènement de l'ADE. Et c'est un conseil très important pour le citoyen lambda en Afrique. Je vous remercie, professeur Fall. Maintenant, on va passer à la prochaine étape dans notre conversation parce que comme vous l'avez dit, bon, plutôt comme le professeur Kwame l'a dit, il y a des mythes qui bloquent les hommes ou qui empêchent les hommes ou qui font que les hommes et les communautés d'une façon générale n'abordent pas cette problématique d'une façon efficace. Mais aussi, il y a ce manque d'information et de prise de confiance par rapport à la pathologie même et aux risques, aux facteurs de risque et aux méthodes qu'on peut prendre pour prévenir la problématique. Maintenant, on va parler de l'impact émotionnel. Et je vais me tourner vers vous, euh, Monsieur Yao Kofi Aubin. Au fait, l'ADE peut avoir des conséquences émotionnelles profondes. Par exemple, la perte de confiance, les troubles relationnels, le mal-être mental. D'ailleurs, le professeur Fall vient de nous dire que ça peut causer un cercle vicieux qui va exacerber la problématique. Pourtant, dans beaucoup de communautés, les hommes souffrent en silence à cause de la honte ou de la peur du jugement. Monsieur Yao, comment est-ce que l'ADE affecte-t-elle les hommes sur le plan émotionnel et comment est-ce qu'on peut créer des contextes, des environnements sûrs et bienveillants pour favoriser un dialogue honnête sur la santé sexuelle masculine? 10 minutes pour vous, Merci Monsieur Yao. beaucoup, Gilbert. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce panel et puis remercier aussi mes deux aînés, des éminents experts dans le domaine médical qui ont abordé cette question. Je suis Aubin Yao, je suis économiste de la santé. Je travaille beaucoup plus dans le domaine communautaire, dans un certain nombre de maladies stigmatisantes comme le VIH, comme les maladies tropicales négligées. Et j'ai donc l'habitude de voir l'impact psychosocial d'un certain nombre de maladies ou de problèmes de santé chroniques. C'est pourquoi l'intervention que je vais avoir va parler de la dimension psychosociale de cette maladie. Je pense que mes deux prédécesseurs et experts ont donné quelques statistiques que je vais compléter un peu. C'est que la sexualité est présente à tous les âges de la vie.
pour dire que la question que nous abordons est très, très importante. Je pense que le professeur Kwame l'a dit. On dit qu'il y aurait à peu près 100 millions de rapports sexuels par jour dans le monde. Donc, encore une fois, une question importante. Et que la rigidité érectile est en chute libre après 50 ans. Et une personne, un homme sur 3 a des troubles d'érection à partir de 40 ans. Cependant, et c'est pourquoi nous faisons cette sensibilisation, je pense, c'est que très peu de personnes en difficulté ont recours à un professionnel de la santé à cause d'un certain nombre de limitations. Et on sait tous que dans la plupart des problèmes de santé, la solution qui est préconisée par l'Organisation mondiale de la santé, c'est le recours précoce aux soins. Le recours précoce aux soins a pour avantage de donner beaucoup de chances à la guérison, mais surtout d'éviter un certain nombre d'invalidités liées à la maladie. Peut-être dans la dysfonction érectile, on ne parlera pas d'invalidité physique, mais les répercussions psychosociaux peuvent être assimilées donc à des invalidités permanentes ou qui vont être plus difficiles à guérir. Et donc, le tabou et le défaut d'information est un gros problème, un gros frein donc au recours aux soins dans le domaine de la dysfonction érectile. Je vais juste rappeler, parce que mes prédécesseurs l'ont dit, qu'il y a une dimension psychologique dans la physiologie de l'érection. Donc, ce qui rend encore plus complexe la prise en charge de cette maladie. Cela a été déjà évoqué. Un certain nombre d'impacts qui ont été aussi énumérés. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais je veux surtout revenir sur l'effet de cercle vicieux entre les aspects physiques, les causes physiques et les causes psychologiques. On est stressé, donc on a une dysfonction érectile, et à cause de la dysfonction, on est stressé, et à cause de ce stress, la dysfonction s'aggrave. Au niveau communautaire, comme je l'ai dit, mes prédécesseurs ont abordé beaucoup d'aspects. Je veux beaucoup plus me focaliser sur au niveau communautaire et dire que la plupart des maladies chroniques ou des problèmes de santé chroniques, quand on parle de personnes affectées, il faut différencier de la personne qui vit directement le problème. La dysfonction érectile, si c'était une maladie infectieuse, je dirais qu'il y a une personne qui est infectée par les germes de la maladie. Mais tous ceux, quand on parle de personnes affectées, c'est tous ceux qui souffrent de ce problème. Et très souvent, on oublie qu'au-delà de la personne qui est directement touchée par le problème, il y a un certain nombre d'autres personnes qui en souffrent. Mais déjà au niveau de la personne, ça crée la baisse de l'estime de soi, et ce qui est le problème le plus sérieux qu'un homme puisse avoir. Les plus gros problèmes qu'un homme puisse avoir, c'est les problèmes qu'il a avec lui-même. Ça, je parle de la personne en général. Nos plus gros problèmes, c'est les problèmes que nous avons avec nous-mêmes, parce que paradoxalement, la personne avec qui nous vivons le plus longtemps dans notre vie, c'est nous-mêmes, mais très souvent, la personne que nous connaissons moins et que nous comprenons moins, c'est nous-mêmes. Si bien que même quand on parle de stigmatisation, on oublie quelquefois l'auto-stigmatisation. La stigmatisation, c'est qu'autour de la personne, tout le monde se moque de lui. Il peut même avoir honte de venir à des réunions de famille ou de sa communauté. Et quand on lui demandera pourquoi tu ne participes pas, il dira je ne suis pas invité, ou on se moque de moi, ou on me rejette. Mais très souvent, derrière ce rejet d'autrui, il y a d'abord le rejet de soi-même, qui est très souvent diffus et qu'on oublie souvent, aussi bien la personne qui a des problèmes que ceux qui veulent aider cette personne. C'est pourquoi la stigmatisation, l'autostigmatisation est un élément important à pouvoir détecter. Et quand on parlera de prise en charge, il va falloir amener la personne à s'accepter avant même qu'autrui n'accepte. Je parlais tout à l'heure de personnes affectées, de l'entourage de la personne. Très souvent, la première personne affectée, c'est le partenaire sexuel. Qui ne peut plus donc avoir ce dont il a ou ce dont elle a droit. Mais ça peut aller jusqu'aux enfants. Dans nos communautés, c'est facile qu'on insulte quelqu'un en disant que ton père est impuissant. Voilà. C'est facile même qu'on stigmatise une famille pour dire ceux-là, chez eux, ils ne sont pas garçons. Voilà. Et ça crée vraiment, ça vient aggraver le stress, la baisse de l'estime de soi, et ça affecte au-delà de la personne qui est touchée.
Et c'est pourquoi, dans la gestion donc, de ces problèmes, on doit il y a plusieurs techniques qui sont dans la littérature, la gestion du stress, la technique de relaxation, la communication ouverte et honnête pour régler le problème, pour avoir l'assentiment, mais le soutien de la personne la plus proche, qui est la personne aussi qui est affectée indirectement. Les counseling qu'on fait dans la plupart des maladies chroniques, les groupes de soutien, qui est une stratégie importante en matière de lutte contre la stigmatisation. Les groupes de soutien, c'est mettre généralement des personnes qui ont le même problème ensemble et que ces personnes puissent partager comment est-ce qu'elles vivent leurs problèmes et comment elles trouvent des solutions, si bien que d'autres peuvent en bénéficier. Parce que quand vous avez des personnes stigmatisées, le degré de stigmatisation d'une personne à une autre est différent. Donc, partager son vécu, partager son expérience, permet donc à certains qui sont au plus bas de l'échelle ou plus profondément dans le trou de se relever et de savoir qu'il y a une solution. L'estime de soi, je l'ai dit, il faut faire un travail de corps à corps avec la personne pour qu'elle d'abord accepte que c'est un problème qui peut se traiter, qui peut se guérir, comme les prédécesseurs, les experts l'ont dit tout à l'heure, et afin que cette personne puisse adhérer et puis amener cette personne aussi à se débarrasser d'un certain nombre de préjugés. Le professeur l'a dit tout à l'heure, dysfonction érectile ne signifie pas infertilité, ainsi de suite. Donc, en libérant la personne d'un certain nombre de préjugés qui ne sont pas justes, la personne peut déjà regagner en confiance. Mais aussi, on peut aller beaucoup plus loin en amenant la personne à distinguer les problèmes qu'il a de sa personne. On a des problèmes, les problèmes peuvent passer. La personne qu'on est, on est la même personne depuis notre naissance jusqu'à la mort. Donc, il ne faut pas se confondre à son problème. Et c'est pour ça que de plus en plus, dans la plupart des maladies stigmatisantes, même des handicaps, on évite d'utiliser des termes comme handicapé pour dire personne en situation de handicap. On doit éviter de dire un impuissant pour dire peut-être personne avec dysfonction érectile. Donc, en communauté, l'important d'amener les gens à pouvoir adopter ces sémantiques qui traduisent une réalité importante qui permettent aux gens de se relever de leur perte d'estime de soi. La modification de mode de vie en matière d'alimentation, un certain nombre d'exercices qui sont préconisés. Alors, pour mettre en place véritablement un dialogue ouvert au sein des communautés, il y a 4 approches il peut avoir beaucoup plus, mais 4 approches importantes. La première, c'est la sensibilisation. Très souvent, en matière de santé, généralement, je vais parler peut-être un peu comme l'économiste, on décide sur la base d'informations qu'on a. Voilà, celui qui prend une décision, c'est sur la base de ce que nous avons comme information. Donc, sensibiliser, c'est de donner aux personnes des informations justes pour que leurs décisions soient pertinentes et efficaces. Voilà. Donc, en communauté, très souvent, la stigmatisation, le retard de recours aux soins, le refus même de recours aux soins est dû au fait que les gens ne savent pas ce qui est vrai au sujet des maladies. Et quelquefois, on est très surpris de se rendre compte à quel point les gens sont ignorants. Voilà. Je prendrai l'exemple de moi-même. Je travaille dans le domaine des maladies tropicales négligées, mais je n'ai pas un background médical. Et c'est en 2014, après avoir travaillé près de 10 ans dans le domaine des maladies tropicales négligées, que j'ai su que la lèpre commençait par une petite tache. Voilà. Et que tout ce qu'on voit comme résorption des doigts, des membres et autres, ce ne sont que des conséquences de la maladie, mais la maladie elle-même commence par quelque chose de totalement anodine. Et donc, dans le cas de ces dysfonctions, de la dysfonction érectile, il est important de sensibiliser. Sensibiliser pour que l'on sache ce qu'il en est exactement. Mais aussi, Merci. il faut promouvoir les droits des personnes. Donc, en les enseignant eux-mêmes et en enseignant les communautés et en amenant les détenteurs d'obligations à prendre les décisions en faveur de ceux qui sont affectés. C'est nos chefs de communauté, nos chefs religieux, ceux qui ont de l'autorité pour prendre des décisions, pour interdire qu'on se moque de telle personne, pour permettre à une personne d'avoir accès aux services sociaux de base au même titre que d'autres personnes, même si elle a un problème de dysfonction érectile. Et l'approche sociale famille, c'est vraiment d'amener le cercle le plus proche à comprendre et accepter cette personne avant qu'on aille même plus loin.
Voilà. Donc, si la personne a accepté, dans son cercle le plus intime, il est plus facile d'abord de prendre une décision de recours aux soins, parce que quelquefois, le pouvoir de décision peut ne pas être détenu par la personne qui a le problème. Donc, avec l'approche sociale famille, en mobilisant le cercle familial, on augmente les chances de recours aux soins, les chances d'acceptation des soins, les chances même de suivi, d'observance du traitement qui est préconisé. Voici un peu ce que nous pouvons dire au niveau de l'environnement de confiance qu'il faut créer. Donc, les conséquences peut être profonde et avoir un impact sur la confiance et les relations de bien-être mental dans nos communautés. Mais la lutte pour réduire l'impact doit prendre en compte des approches psychologiques et communautaires en vue d'améliorer le recours aux soins et la santé mentale des personnes affectées. Merci. Merci beaucoup, M. Yao. C'est vraiment encourageant d'entendre que la dimension mentale est possible à aborder, c'est-à-dire qu'on peut l'aborder tout juste comme on peut aborder l'aspect pathologique ou l'aspect médical à travers la sensibilisation, mais aussi avec l'approche sociale-famille, en, en encourageant ou en plaidant en faveur des droits des personnes affectées. Merci infiniment de cette perspective qui nous encourage, qui nous montre que les hommes ne sont pas voués à vivre dans ce problème qui a des séquelles émotionnelles, qui a un impact sur la santé mentale des hommes. Mais ce que vous dites aussi laisse suggérer que c'est une problématique qui nécessite des partenariats. Et maintenant, je vais passer à l'anglais. What you have just said, Mr. Yao, does highlight the need to work in partnership, and a partnership that to tackle such a challenge requires different types of factors. You need government, you need communities, community leaders. You also need private sector. And Viatris is a private sector player. In fact, Viatris is the one that is leading the charge to bring this conversation together so that we can be able to have this conversation. I remember Professor Kwame in one of our sessions earlier this week, you said that in your 30 years of practice as a urologist, you have never seen a conversation such as this one. And this is an initiative of a private sector company. So I want to come to this private sector player, represented here by Mr. Deshpande, who is going to essentially help us to reflect on the motivation of Viatris, the commitment and the engagement that Viatris has developed to expand access to healthcare for men. And essentially, Mr. Deshpande, access to effective, affordable healthcare remains a major barrier for many men living with ED, as we've just heard. Can you share how Viatris is helping to expand access to ED treatment, and also how this campaign fits into the broader mission to promote health equity in Africa and across the world? Thank you, Gilbert, for being a wonderful moderator, and also our esteemed panelist, and all of you who have joined us today. As we have heard toward today's discussion, erectile dysfunction, ED, is a significant public health concern. That's why today I am proud to officially in a simple terms, at Viatris, our mission is to empower people worldwide to live a healthier life at every stage of life. This means ensuring access to trusted, high-quality medicine and addressing the gaps in health equity, especially in undeserved communities. Men's health is a vital part of the commitment. We recognize that erectile dysfunction is not just a private issue, but a public health concern
that reflects a broader challenges in access, awareness, and early intervention. Our role is not only to provide solution, but to help shift how society understands and responds to these challenges. Our vision is to build future where men feel safe to seek care, speak openly about their health, and receive treatment that is safe, affordable, and grounded in the medical guidance. Education is an heart of our long-term vision for health impact in Africa. Erectile dysfunction, ED, is one of the most common health challenges facing men, yet it remains one of the least discussed. As we have heard in today's discussion, ED is often a sign of underlying conditions like diabetics, cardiovascular disease, and mental health issues. By integrating men's sexual health into wider non-communicable disease strategies, we can contribute to more holistic, preventive, and sustainable health system across Africa. True impact comes not only from treating symptoms, but from addressing root causes and strengthening the continuation of care. Achieving real challenges, achieving real change and transformation requires partnership, and therefore we are working closely with all the healthcare professionals, pharmacists, and most important, NGOs and other key stakeholders to reshape how men's health is addressed at every level. Through collaboration, we are able to amplify expert voices, improve training and resource for providers, and make accurate health information more accessible to the public. We also see as an important role for media and digital platforms in breaking the silence and shifting public perception. So together we can challenge stigma, promote early diagnosis, and ensure men receive the support and care they need. Improving men's health in Africa is a shared responsibility. It requires cross-sector collaboration, long-term commitment, and the courage to change the conversation. So at Viatris is proud to support this shift by empowering communities, educating both patients as well as professionals, and working with our partners to drive the long-term transformation. We look forward to continuing this journey with all of you. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Deshpande. Thank you also for highlighting the critical need to treat this challenge as a broader public health challenge. Indeed, NCDs, non-communicable diseases, are the heaviest burden for our public health systems in Africa. And without partnership and without treating something as serious as DE or ED, rather, it's going to be difficult to tackle some of these as the challenges. And actually, we can see that if we find a solution for ED from what you're saying, we should be able to use those learnings and use those even the data and use those partnerships and those systems to tackle other non-communicable diseases. And that's why partnership is very important. And you've highlighted something very important, which is the fact that all of us have a role to play. You've talked about journalists and the media having a role to play to sensitize communities. And I'm very happy to see that we have many journalists who have joined us for this session. And some of them have started asking questions, have asked for a recording of this session. In fact, this is a good segue into our Q&A, whereby I would like to put across a question to some of our panelists. And I'll switch into French so that I can be able to direct this question properly. On a une question de la part de Bakary Dabo, journaliste sénégalais,
qui aimerait savoir est-ce que le régime alimentaire peut être à l'origine de la DE? Et si oui, quelle est son ampleur en Afrique? Je vais adresser cette question à vous, professeur Fall, et je vais aussi adresser une question à vous, professeur Kwame. On a une question de la part d'un des participants qui aimerait savoir quelles stratégies peuvent être mises en œuvre pour améliorer l'accès à un diagnostic, un traitement abordable et de qualité de la DE dans les zones rurales et mal desservies. Ça, c'est une très, très bonne question parce qu'en effet, ce n'est pas un problème qui n'affecte que les milieux urbains, mais aussi, nous savons très bien qu'en milieu rural, il y a beaucoup de gens qui sont affectés et peut-être que c'est en milieu rural où on a le gros des problèmes liés au mythe et à la stigmatisation. Il y a une autre question qui a été posée par euh, Monsieur Nyongabo Epimac, mon cher ami Nyongabo, qui aimerait savoir comment les partenariats entre les gouvernements, les ONG et les secteurs privés peuvent-ils améliorer l'allocation des ressources pour les programmes de santé sexuelle et des hommes. Cette question, j'aimerais l'adresser à Monsieur Deshpande. Je vais la reprendre en anglais, même si je suis sûr que nos collègues interprètes l'ont très bien interprété. Mr. Deshpande, there is a question from Mr. Epimac that I think would be perfect for you. He wants to know how partnerships between governments, NGOs, and the private sector can be improved to ensure that we have better allocation of resources for programs that seek to tackle men's sexual health issues. Et pour vous, Monsieur Yao, on a une question de la part de M. Biungruza qui aimerait savoir si la dysfonction érectile peut être inversée sans médicament dans certains cas. On a d'autres questions, mais j'aimerais que vous puissiez aborder ces questions-là très rapidement parce que le temps nous fait défaut et puis nous allons passer à la prochaine étape de notre événement. Je pense que cela devrait aller pour l'instant. Je vais commencer avec vous, professeur Kwame. Merci de me donner la parole. Comment améliorer la prise en charge, surtout en milieu rural? La dernière fois, je disais à mes interlocuteurs ici en Côte d'Ivoire, nous avons décidé, nous les urologues, de nous rapprocher des populations. En quoi faisant? J'ai institué, par exemple, les journées nationales d'urologie. Et au cours de ces journées, il y a des journées humanitaires gratuites où nous choisissons un chef-lieu de région. Nous allons dans toutes les communautés expliquer ce que nous faisons. Il faut être honnête. La dernière fois, je disais en 20 ans, c'est la première fois que je vois ce genre de panel qui nous permet de réfléchir davantage. Nous n'avons pas inscrit au cœur de notre action la dysfonction érectile. On en a eu quelques cas, mais la campagne de sensibilisation ne s'était pas mobilisée. On n'a pas mobilisé nos ressources sous la dysfonction érectile. Et je pense que nous allons corriger cela. La dernière fois qu'on a commencé, nous étions à Guiglo. On en a eu plus de 200 personnes qui sont venues à nos journées humanitaires à Guiglo. On en a fait dans la même semaine, dans les mêmes journées à Abidjan. À Abidjan, on a eu plus de 300 personnes qui sont venues à nos journées. Et je pense que prochainement, comme Béatrice nous donne un canevas, Béatrice veut que la majorité de nos concitoyens puissent être pris en charge concernant cette pathologie qui a des solutions. On se fera fort
pour que Viatris soit à nos côtés, afin que nous puissions faire cela. Vous êtes sans ignorer que le déploiement dans les zones reculées nécessite un minimum de moyens. Voilà. Il faut mobiliser. La dernière fois, nous étions 40. Il faut mobiliser, il faut aller dans les sous-préfectures, les villages. On croisait les médecins, on informait le médecin que tel jour, à telle heure, il va avoir des consultations gratuites sur telle pathologie. Et les villageois venaient. À ma connaissance, c'est par ce moyen que nous puissions atteindre le maximum de personnes. J'espère avoir C'est été très encourageant. répondre à vos questions. Tout à fait, tout à fait. Vous avez parfaitement répondu à cette question. D'ailleurs, c'est comme si c'est une question qui a été toute faite pour vous, parce que, évidemment, c'est une question qui est venue de l'audience, et je suis très heureux d'entendre que, en effet, il y a des interventions et des exemples d'interventions qui pourraient aider à endiguer le fléau en milieu rural. Merci beaucoup, professeur Kwame. J'aimerais Merci. venir vers vous, Monsieur Yao. Vous avez la parole. Merci. La question, c'était est-ce que la dysfonction érectile peut être renversée avec, dans certains cas seulement avec le soutien psychologique? Je dirais oui, puisque je passe le contrôle du professeur Fall. Les causes sont diverses. Il y a des causes biologiques, puis il y a des causes qui sont psychologiques. Mais la préconisation serait d'abord d'avoir recours à un professionnel de la santé pour qu'on élimine les causes autres que les causes psychologiques. Voilà. Donc, la solution, c'est ça. Il faut un recours aux soins. Et je le dis avec insistance parce que ce que nous constatons le plus souvent dans nos communautés, c'est le recours tardif aux professionnels de la santé. Beaucoup de personnes évoqueront des problèmes financiers, d'accessibilité financière, mais on verra qu'ils auront dépensé beaucoup d'argent en allant chez des guérisseurs traditionnels, chez des prophètes, chez des personnes qui ne sont pas indiquées, avant de venir à l'hôpital. Première réaction, aller vers un professionnel de la santé. Il va diagnostiquer et qui saura quelle est l'ampleur. Quelquefois, c'est une combinaison des deux facteurs. Donc, au moins, il faut procéder par élimination, qu'on s'assure que ce qui peut être traité médicalement est fait. Et puis, si cela ne suffit pas, on verra, on ajoutera ou on combinera dès le départ les deux facteurs. Mais il ne faut pas négliger un aspect en présumant à l'avance que les causes sont psychologiques. Mais il y a des cas où c'est le stress, et le professeur Fall l'a dit, les premières nuits de noces, le stress peut créer cela. Voilà. L'autre chose que je veux dire, c'est qu'il n'y a que dans les milieux les moins éduqués, mais en général en Afrique, on ne voit pas le stress comme une maladie. Alors que le stress est un vrai problème de santé et qui intervient dans beaucoup de problèmes de santé. Donc, il va falloir que l'aspect de santé mentale soit développé. C'est de plus en plus promu par l'OMS dans le cadre de la lutte contre la plupart des maladies. Donc, oui, autant les problèmes psychologiques peuvent être la cause de dysfonction érectile, autant les solutions psychologiques peuvent aider à résoudre. Dans certains cas, seulement ça peut suffire. Mais il faut d'abord s'assurer qu'il n'y a pas de problème biologique. Merci. Merci beaucoup, M. Yao. Et comme on a beaucoup de questions dans le chat, non, plutôt dans la rubrique questions-réponses, j'encourage nos panélistes à répondre directement à partir de cette case-là. Donc, vous pouvez identifier autant de questions auxquelles vous pouvez répondre, appuyer sur saisir la réponse et veuillez répondre directement, chers panélistes. Je suis sûr que nos participants vont apprécier cela. Au cours de ces 10 minutes, 10 à 15 minutes qui nous restent. Mr. Deshpande, I'll come to you to tackle your question. So Gilbert, there was one question regarding Viatris' commitment for the resource availability for creating awareness or more holistic approach for erectile dysfunction. So our view is first of all, Viatris is committed to provide high quality, trusted medicine. It's very, very important, when it comes to
the treatment outcome, the high quality trusted medicine, it determines the overall treatment outcome. Having said this, we are trying to emphasize the high quality is especially the geographies where we are representing. There are a lot of challenges around counterfeiting and also the generic non-bioequivalent products. So it's very important that Viatris is committed to provide a high quality trusted medicine. Specifically answering the question about Viatris' commitment to the availability of the resources, creating the awareness. We have taken a baby step in terms of bringing all the expert panels to come to this platform and take a first step in terms of making this initiatives. Second thing is that Viatris, we are grounded. We have a presence across all the key African countries. And most importantly, we have a track record of working with the ecosystem, especially when it comes to public sector policy initiatives or policy drive, creating the awareness. We have a track record in terms of our other line of businesses. So we can definitely work together with all the stakeholders to ensure that this particular subject is we create awareness around this particular subject. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Deshpande. I would like now to come to you, Professeur Fall. Professeur Fall, la parole est à vous. Oui, merci. Il faut juste dire que Monsieur Yao a parfaitement répondu à la question tout à l'heure par rapport à la dysfonction érectile. Est-ce que qu'on peut la traiter sans médicaments? Effectivement, lorsque les causes psychogènes sont au premier plan, c'est plus la psychothérapie qui peut parfois, il faut juste rassurer, parfois il suffit juste de rassurer et informer la personne sur son trouble, lui redonner confiance, et parfois sans médicaments, on arrive à entre guillemets, faire redémarrer les choses. Maintenant, est-ce que le traitement médical, le régime alimentaire peut être à l'origine d'une DE? Si on revoit la physiopathologie et qu'on voit qu'un diabète peut être à l'origine d'une dysfonction érectile, qu'une athérosclérose et donc une hypercholestérolémie peut être à l'origine, effectivement, l'obésité, ces différentes, l'excès donc alimentaire peut être à l'origine d'une dysfonction érectile. Il faut donc adopter un régime alimentaire le plus équilibré possible, avoir un mode de vie le plus sain possible. Et c'est quand même, cela permet d'avoir une fonction sexuelle, une fonction érectile de meilleure qualité. J'ai vu également dans le panel une question dans laquelle quelqu'un voulait avoir des informations un peu plus sur le DALA. Le DALA, c'est le déficit androgénique lié à l'âge. Comme je le disais tout à l'heure, chez l'homme, il n'y a pas une baisse nette du taux d'hormones comme chez la femme. Comme il n'y a pas d'andropause en réalité, qui serait le corollaire de la ménopause, mais c'est plus une baisse qui n'apparaît pas chez tous les hommes et qui n'apparaît pas au même âge chez tous les hommes. Il y en a qui vont avoir certains hommes vont avoir leur DALA de manière assez précoce, vers 40-50 ans, d'autres, ça va être à 70 ou 80 ans. Mais à un moment de la vie, il y aura une petite baisse de la production des hormones qui va se traduire plus par un peu de fatigabilité, un peu d'irritabilité, un peu de prise de poids. En fait, on est parfois un peu moins dynamique et il y aura un peu moins également d'attrait pour entre guillemets, l'acte sexuel, un peu moins d'attrait, un peu moins d'énergie. Et dans ces cas-là, lorsque l'on fait un dosage hormonal, on peut parfois se rendre compte que le taux hormonal est un peu abaissé et on peut supplémenter et donner un traitement hormonal qui va rebooster
sur le plan général, ça va améliorer la qualité de vie et ça va également améliorer la qualité de l'érection. Il y a d'autres questions, mais je pourrais peut-être, comme vous l'avez dit, répondre tout à l'heure par écrit. Merci. Absolument, absolument, professeur Fall. Je vous remercie tous, chers panélistes, chers experts, de vos interventions, de vos perspectives et aussi de tous les conseils que vous avez prodigués aux participants, moi y compris. J'ai beaucoup appris de votre part et je vois qu'il y a énormément d'intérêt, il y a énormément de questions dans la rubrique questions-réponses. Et si ça ne vous gêne pas, veuillez répondre à ces questions. Mais pour l'instant, nous allons maintenant passer au lancement officiel de cette campagne qu'on appelle Empowered for Life. We are now going to move on to the official unveiling and launch of the Empowered for Life campaign. And I would like to invite Mr. Deshpande to kindly share a word on this momentous occasion that explains why this campaign is so important to Viatris and to all of us. Mr. Deshpande, you have the floor. Yeah, once again, thank you, Gilbert, and our esteemed panelists, and all of you who have joined us today. As we have heard throughout today's discussion, ED is a significant public health concern. That's why today I am proud to officially unveil Empowered ED for Life. At Viatris, a led initiative that places men's health at the heart of the healthcare conversation in Africa. This campaign is about awareness, empowerment, education, and access. Our mission is simple: to educate men and communities about science and implication of ED, to destigmatize the conversation around the sexual health, to encourage early intervention and diagnosis of underlying condition such as diabetes, cardiovascular disease, and mental health issues. And most important, to ensure that safe, affordable, and effective treatment are to those who need it. At Viatris, we believe that access is the foundation of better health. Our mission is to empower people to live lives at every stage. We deliver on this promise through our three key pillars, that is access, leadership, and partnership. With operations reaching nearly 1 billion patients annually in over 165 plus countries, we live by the belief that everywhere health matters. But meaningful access doesn't just begin in clinics or pharmacies. It starts with awareness and with honest, open conversations like the one we are having today. Erectile dysfunction is one of the most common, at least talked about, men's health challenges. It affects confidence, relationship, and emotional well-being. But it doesn't have to be hidden. To every man listening, you're not alone. Help is available, and you deserve to speak up, be heard, and be supported. On behalf of Viatris, I hereby declare Empower ED for Life officially launched. May this initiative be a catalyst for open dialogue, stronger system, and healthier lives for men across the continent. Once again, thank you very much. Thank you very much, Mr. Deshpande. Let us kindly appreciate, even if we can't hear you, please clap wherever you are to mark this momentous occasion.
Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Et comme maintenant on vient de marquer le lancement officiel de cette merveilleuse initiative, Empowered for Life, c'est une campagne dont la vocation est de plaider en faveur de la prise de conscience sur cette difficile pathologie, comme on vient de l'entendre. Je vais à présent passer la parole à ma collègue Erika, qui va prononcer une motion de remerciement avant de clôturer cette séance qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Erika, à toi la parole. Euh, Merci beaucoup, Monsieur Gilbert. Merci pour cette discussion pour les hommes et menée par des hommes. Et oui, vous nous avez un peu écartés, nous les femmes. Mais bon, ne vous inquiétez pas, nous sommes aujourd'hui prêtes à jouer les ambassadrices éclairées auprès des hommes de nos vies. Mesdames et messieurs, au nom de Béatrice et de l'équipe de la campagne Empowered for Life, je tiens à vous adresser notre sincère gratitude à chacune et à chacun d'entre vous pour votre participation à ce webinaire très intéressant et opportun surtout, qui, sous le thème de promouvoir la santé masculine par la sensibilisation à la dysfonction érectile en Afrique. À nos partenaires, aux organisateurs et à l'ensemble de l'équipe Béatrice, nous vous remercions pour votre engagement constant afin de faire progresser l'accès à la santé et à l'éducation. Et c'est grâce à vous que cette initiative a pu voir le jour. Un merci particulier à nos chers panélistes pour avoir mené cette discussion. Et enfin, un immense merci à vous, notre public, pour votre attention, votre participation et votre volonté de contribuer à briser les tabous autour de la santé masculine. Que cette rencontre soit le point de départ d'un dialogue plus ouvert et plus régulier et porteur de changements durables pour les hommes partout en Afrique. Ensemble, nous soyons vraiment empowered for life, pour le changement. Merci à vous. Merci Erika, merci de cette motion de remerciement qui marque le lancement d'un mouvement, un mouvement dont la vocation est de briser le silence, combattre la stigmatisation et placer la santé des hommes au centre de nos priorités en tant que société. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où les hommes se sentent informés, confiants et soutenus dans la gestion de leur santé. Nous vous invitons à nous rejoindre, partager le message, lancer le dialogue, soyez une voix du changement. Aidez-nous à habiliter les hommes, à les appuyer dans leur parcours. Et maintenant, je me permets de déclarer cette séance close. Mesdames et messieurs, merci et à la prochaine. Inch'Allah. Passez une bonne soirée.